Aïe! Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, il faut évidemment que je commence par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022 et nous allons donc passer au vif du sujet avec une thématique YouTube. C'est vrai que ça faisait un petit moment déjà que je parlais plus trop de mes sentiments ou de mes relations en lien direct ou indirect avec YouTube. Et dernièrement, j'ai eu envie de le faire parce que j'ai fait un petit peu de la rétrospection, comme on le fait assez souvent en fin d'année. Donc là, on va parler de ma relation avec les autres depuis que je suis sur YouTube. Cette année est la bonne, c'est l'année de mes 10 ans sur la plateforme. Je n'arrive pas à y croire qu'on a déjà écoulé une décennie ensemble. Mais du coup, le fait de m'être inscrit sur cette plateforme et d'être devenu un personnage public au fil des années a fait que les relations que je peux avoir dans la vie IRL, parce que là, on va clairement parler que de ça, on va vraiment parler des rapports que j'ai avec les gens en réel et non pas avec les internautes. Mais avant toute chose, je vais commencer à faire du call to action. C'est un truc que je n'ai jamais fait en 10 ans et là cette fois-ci je me suis dit qu'il en était assez, tout le monde le fait, pourquoi pas moi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on n'hésite pas à s'abonner, à liker si ça vous plaît ou si vous avez simplement envie de soutenir mon travail, d'activer la petite cloche et participer dans l'espace commentaire si ça vous fait envie. Alors depuis que je suis sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait une petite distanciation avec mes proches. Quand je dis proches, c'est avec la famille tout comme avec les amis. Du fait que comme je suis rendue personnage public, je partage énormément sur mon quotidien, sur ma vie, sur mes envies, sur ce qui nous arrive. Donc en réalité, on est toujours très d'actualité sur moi. Dans le sens où si on veut savoir ce que je deviens, c'est très facile de le savoir, vous voyez ce que je veux dire. En ce qui me concerne par contre, c'est un peu plus compliqué que ça parce que je suis sur les réseaux sociaux, je peux suivre de temps en temps quelques comptes mais qui ne vont pas partager de manière aussi importante que moi je partage. Donc j'ai plus de difficultés à avoir accès à l'information concernant mes proches, ce qui fait que si jamais je veux vraiment savoir ce qu'ils deviennent, eh bien ça ne va que dans un sens, ça ne peut être qu'à moi de poser des questions, ça ne peut être qu'à moi de demander si ça va, de prendre des nouvelles. Ils ont moins besoin de rentrer en interaction avec moi en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, du simple fait qu'ils ont accès à ma vie quand ils le veulent et qu'en général c'est quand même assez bien fourni. Mais l'inconvénient c'est que du coup nos échanges deviennent un petit peu inégaux et que ça devient vraiment à moi en fait de toujours penser et est-ce que ça fait pas trop longtemps que j'ai pas appelé une telle personne et est-ce que ça fait pas trop longtemps que j'ai pas pris des nouvelles et est-ce que ça fait pas trop longtemps que sauf qu'on est une grande et grosse famille et que ça devient compliqué en fait de penser à tout le monde. Ça, c'est les dommages collatéraux, évidemment. Quand tu décides de te rendre public sur les réseaux sociaux, sur internet, comme ça, eh ben, tu vas avoir tendance à susciter beaucoup d'interrogations, beaucoup de curiosité, même de la fascination. On peut carrément parler d'un état de fascination. À chaque fois que j'ai abordé le sujet de ce que je faisais dans la vie, il y avait toujours cet état de je t'assaille de questions, toujours les mêmes questions, toujours posées aussi dans le même ordre. Et c'est vrai que depuis que je vis en tout cas de mes revenus YouTube, enfin disons plutôt de créateur digital, je redoute un petit peu toujours la question quand je rencontre des gens de qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que je sais que cette question pour n'importe qui pourrait être répondue très rapidement. Il y a même des personnes qui, une fois qu'ils disent leur profession, on les pousse pas forcément derrière à argumenter davantage, tandis que moi, dès que je dis je suis créatrice de contenu sur internet, ou pire encore que j'emploie le terme, je suis youtubeuse, eh ben ça part en interrogatoire. Et bien souvent c'est précisément à ce moment-là que je me rends compte que mon interlocuteur ou mes interlocuteurs changent de comportement, changent d'attitude envers moi dès lors que je leur dis qui je suis et ce que je fais. Et il y a deux cas de figure parmi ces changements, c'est soit en fait tu perds leur respect instantanément, tu perds ta crédibilité en fait, tu deviens plus du tout légitime en tant qu'individu dès lors que tu dis ça, si jamais ils ont des préjugés ou qui considèrent que ce n'est pas un vrai métier parce qu'ils sont très peu renseignés sur la profession en elle-même. Et ça, c'est une attitude que tu peux lire, distinguer très clairement dans les yeux. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et l'autre cas de figure, en fait, c'est soit ils se convertissent instantanément en groupie, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, je suis personne de renommée, je suis pas connue internationalement. On va dire ma petite notoriété sur les réseaux sociaux est quand même relativement modeste, hein, autant se le dire. Mais quand tu communiques avec des personnes qui ne sont pas du tout de cet univers, c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à sacraliser
la personne que tu peux être, et s'imagine que tu es vraiment très connu, que tu es vraiment très populaire, et là dans les yeux c'est plus un genre de dédain ou de désintéressement qu'on peut lire, mais c'est vraiment l'œil devient brillant, l'œil devient captivé, on te pose question sur question sur question sur question, on te demande aussi pas mal de services, mais ça je vais y revenir dans un autre point, et en définitive on ne se souvient plus que de toi, dans un repas, dans une soirée, dans une rencontre un peu brève comme ça en pleine rue. Tu deviens en fait celle qui aura marqué les esprits, qui aura monopolisé l'attention. Et bien que j'aime effectivement attirer votre attention sur les réseaux sociaux, on va dire que dans la vie traditionnelle, en vérité, c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement casanière, je suis bien chez moi, je suis bien dans une zone de confort avec les miens. Je me mélange assez peu d'ailleurs, mais ça ne m'empêche pas d'être très sociale quand je rencontre des gens. Mais en tout cas, voilà, c'est une situation que j'ai rencontrée pas mal de fois depuis que je suis sur YouTube. Et oui, les préjugés ont la peau dure. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on se le dise, quand on se présente en tant qu'influenceur, en tant que youtubeur, ça a quand même une consonance assez négative dans les esprits. Comme je le disais tout à l'heure, dans les deux cas de figure, quand tu rencontres des gens, tu peux perdre vraiment ta légitimité, ta crédibilité, ta valeur humaine même, hein, complètement. Les gens soudainement ne se focalisent plus sur les qualités que tu peux avoir en tant que personne, ils ne se focalisent plus que sur ton statut socio-professionnels, on va dire, et ce sont leurs préjugés qui vont déterminer et évaluer qui ils ont en face d'eux. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Tout simplement parce qu'on met un petit peu tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un dans le monde de l'influence ou un dans le monde de la création digitale qui se conduisent mal ou qui soient un peu borderline, et malheureusement ça a un impact sur tous les autres. Donc j'ai pas envie de faire une reprise du sketch des Inconnus qui parle du bon et du mauvais chasseur. Force est de constater que dans le monde de l'influence, oui, il y a les bons influenceurs et les moins bons influenceurs, on va dire ça comme ça. Je pense que le monde de l'influence, très sincèrement, ce n'est pas que de la polémique, ce n'est pas que de la débilité ou du divertissement un peu léger. Je pense que dans le monde de la création digitale, on a vraiment un spectre assez large, où on peut tout à fait s'exprimer de mille façons différentes. Et malheureusement, quand on dit je suis influenceur, on n'a pas toujours tendance en fait à visualiser un docteur Nozman par exemple. C'est plutôt plus une étiquette qui désormais est accolée sur les stars de télé-réalité par exemple, hein, pas que, mais par exemple. Or en réalité, tout ça c'est la même chose. Nous créons du divertissement pour vous. Donc comme la réputation est entachée, j'ai l'impression en fait que je suis redevable. J'ai l'impression qu'en permanence je dois tout justifier, tout minimiser, mais surtout j'ai plus de légitimité à prendre de l'espace et à exister. C'est peut-être un peu contradictoire, vous avez l'impression, avec ce que j'ai dit dans le point précédent. En réalité, non. Disons que par ce sentiment d'illégitimité, de gagner sa vie en faisant seulement du divertissement, en filmant seulement des vidéos, on a l'impression finalement qu'on peut plus échanger sur notre profession comme pourrait le faire par exemple un instituteur ou un ingénieur, voire même un technicien de surface ou je ne sais trop quoi encore. En fait, c'est comme si notre métier n'étant pas considéré déjà comme un métier par beaucoup de personnes, on peut plus trop se permettre en fait de se plaindre non plus, parce que l'imaginaire collectif aussi sous-entend qu'on est grassement payé pour en foutre le moins possible. Or, je peux vous assurer qu'une simple vidéo comme celle-ci nécessite, en tout cas dans mon cas, je ne sais pas pour les autres, mais nécessite dans mon cas en tout cas, un bon 2 heures de script, suite auquel il y a une relecture avec correction, suite auquel il y a disposition du décor que je ne dispose pas tout le temps. Ça a l'air de rien comme ça, mais il faut que tout soit clean, il faut que ce soit rangé, il faut que les lumières soient mises au bon endroit, il faut que je règle. Il y a l'enregistrement qui est toujours largement plus long que le rendu final, il y a le traitement d'image, il y a le traitement de son, mais aussi pour faire en sorte de toujours donner plus de chance à son contenu de rester visible et de ne pas se noyer dans la masse. Enfin, à vrai dire, moi je peux vous garantir que du temps, j'en injecte énormément dans mes vidéos, d'autant que j'ai 2 chaînes, plus les réseaux sociaux à gérer. Donc voilà, tout ça pour casser un peu le mythe. Non, être influenceur, en tout cas à mon ressort, de la façon dont moi je travaille, ça ne demande pas 4 minutes de son temps avec un téléphone tendu au bout du bras. Et tous les influenceurs sont bien loin d'être riches, je vous le dis.
L'argent. Du coup, on va parler de l'argent parce que j'ai fait une très belle transition là du précédent point jusqu'à celui-ci. Tout est question d'argent en fait à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux et que tu oses dire que tu as envie. Et les questions que tous les influenceurs pourront vous confirmer, avoir déjà entendu dire au moins une fois dans leur vie, c'est mais tu te fais de l'argent avec ça? Mais t'arrives à en vivre? Une fourchette de combien à peu près sans indiscrétion? Ah d'accord! Et dire que moi je me lève tous les matins pour toucher moins que ça. Mais ça là, tu l'as eu gratuit. Ouais, tu te fais tout financer en fait. Par contre je comprends pas, t'es influenceuse, tu vas à Lidl, tu vends sur Vinted, pourquoi tu donnes pas en fait? Justifier en permanence. On a vraiment l'impression en fait que c'est une hiérarchie à qui en fait il faudrait tout justifier. Mon contenu est gratuit, mon contenu vous le regardez, mon contenu vous occupe, vous distrait. Je dis mon contenu, mais en réalité c'est celui de n'importe qui d'autre sur la plateforme. Faut pas faire d'amalgame à ce moment-là. Et bien sûr qu'on vous doit beaucoup de reconnaissance pour votre fidélité, pour nous donner de l'intérêt, mais ce n'est pas unilatéral. Je veux dire, si vous êtes là et que vous restez et que vous continuez à soutenir vos influenceurs préférés, c'est que quelque part ils vous apportent également quelque chose. C'est une relation en fait qui fonctionne dans les deux sens. Et je parle également en tant que consommatrice de vidéos sur YouTube, je suis pas juste créatrice évidemment. Donc c'est vrai que tout est rapport à l'argent, c'est vraiment très très compliqué. Encore une fois, le mythe de l'influenceur qui se fait tout payer, qui se fait tout offrir, qui se fait inviter partout. Ah, faut pas être jaloux de ça, je veux dire, on l'enlève à personne ce droit. Chaque profession détient ses avantages, ils peuvent être minimes comme ils peuvent être très importants. Tous les influenceurs ne sont pas riches. Donc oui, il est très probable de voir des influenceurs qui vont s'alimenter à Lidl, qui vont s'alimenter à Leader Price et qui vendent également leurs affaires sur Vinted. Donc évidemment, quand tu reçois un avantage en nature et que tu sens que tu vas pas le mettre bien souvent, qui fera certainement 1 euro quelque part, eh bien oui, tu peux le mettre en vente et tu n'as absolument pas à t'en excuser. Là, je mets un non catégorique à tout ça. Après, donner, c'est pas comme si on donnait pas déjà énormément. Haha, j'y vais de ma petite note vocale à ajouter à cette vidéo-là parce que c'est vrai que ça m'est venu en post-production. Mais oui, effectivement, les gens n'aiment pas qu'on vous donne à vous, que vous recevez des avantages, qui pourtant sont la plupart du temps des supports publicitaires pour pouvoir en parler et parfois peuvent être même des substituts de paiement parce qu'il y a aussi des entreprises qui n'ont pas toujours de budget. Donc bien souvent, pour substituer un budget, on va vous proposer une certaine somme en fait d'avantages nature, de matériel en guise de compensation. Mais par contre, l'entourage adore qu'on lui donne ce que l'on reçoit. Ah bah oui, dans ce sens. Tandis que c'est dans leur situation à eux, pour le coup, que c'est un vrai cadeau de leur part. Les marques, très sincèrement, n'offrent pas. Elles n'ont aucun intérêt à faire un vrai cadeau à un influenceur si c'est pas pour attendre une petite contrepartie derrière. Tandis que quand nous, on donne à nos proches, à nos amis, à notre famille, il est là le vrai cadeau parce qu'on n'attend pas de contrepartie. Un autre point qui revient assez souvent depuis que je suis sur YouTube, c'est le fait que dès lors qu'on est au courant que je suis influenceuse, eh bien on commence à vouloir me confier tout un tas de responsabilités de publicité. Je donne un exemple, simplement, tu vas aller à un repas, on va te présenter à quelqu'un que tu ne connais pas. De fil en aiguille, vous allez discuter évidemment beaucoup de ta profession et on va te mettre comme ça sur le tapis le fait que la cousine a ouvert son salon de coiffure, que ce serait bien pour son démarrage en fait d'avoir un petit peu de publicité, est-ce que ce serait pas possible d'en parler, etc., etc. Parce que ça leur semble aussi simple que ça en fait d'en parler. Alors en espèces c'est facile à faire évidemment, il n'y a qu'à se saisir d'un téléphone, blabla, bonjour, voilà, il y a un salon de coiffure qui vient d'ouvrir, je vous invite à y aller. Ce n'est pas si sorcier que ça. Mais ça peut être problématique quand tu essayes de te bâtir une certaine image, que tu as des partenaires fidèles, comme c'est mon cas avec Hairstyle Art sur Montpellier, qui est ma coiffeuse attitrée maintenant depuis facilement 2 ans. Donc je ne peux pas me permettre en réalité, à la réflexion, de faire tout ce que je veux sur mes réseaux sociaux. Donc ça fait partie d'une des raisons en tout cas qui font que c'est assez compliqué, c'est parce qu'en plus de ça, quand ce n'est pas les gens qui le demandent eux-mêmes, et si c'est pas la personne que tu viens de rencontrer elle-même qui te le demande, ça va être encore pire. Ça va passer par le biais d'un de tes proches qui lui va vraiment t'avoir au sentiment, il te connaît, il y a un affect entre vous. Pour peu que tu saches rien refuser à cette personne-là, tu te retrouves des fois dans des situations, enfin moi je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ose pas dire non. Et du coup, fut un temps, je faisais des communications mais sur des trucs qui me parlaient pas quoi en fait, qui me parlaient pas, c'était juste pour faire de la pub. On a déjà suffisamment de difficultés, encore une fois je parle pour ma part, il vaut mieux que je me cantonne à moi, mais j'ai suffisamment de difficultés en moi-même pour essayer de perdurer sur la longueur, déjà
savoir en vivre depuis pratiquement 10 ans, c'est juste spectaculaire pour moi. Mais au bout d'un moment, voilà, on peut pas en permanence faire office de panneau publicitaire pour tout le monde, quelle que soit la thématique, même quand c'est pas du tout axé dans ton univers, c'est très très compliqué et c'est surtout même pénible parce que on le sent toujours venir et parfois même quand je dois me rendre dans certains endroits, j'ai peur et j'anticipe en fait qu'on en arrive là. Alors la spontanéité, on va dire que quand on devient un personnage public, surtout dans notre ère avec les réseaux sociaux où tout va à une allure folle, spontané c'est bien, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs, on va dire qu'ils font super gaffe à ce qu'ils disent en caméra, mais qui se lâchent en dehors de la caméra. C'est pas mon cas. En général, je fais toujours gaffe à ce que je fais et à ce que je dis, parce que je n'ai plus confiance aux gens de par expérience. Disons que j'ai jamais autant été éclairée sur l'attitude des êtres humains quand ils sont confrontés à une personne de notoriété. Encore une fois, ça fait immense quand je dis notoriété, mais juste connue en fait. Je veux dire, j'aurais pu avoir 5000 abonnés, ce qui représente pas grand chose, on va dire, à l'échelle mondiale du monde de l'influence, mais qu'ils auraient déjà perçu ça comme quelque chose de fou, quoi, pour ceux qui s'y connaissent pas tant que ça. Et je garde bien en mémoire que les amis d'aujourd'hui ne sont pas forcément les amis de demain. Aujourd'hui, ça peut être, allez, on peut tous dire, et puis au final, tu te lâches, tu fais confiance, et un beau jour, ce sont des armes qui se retournent contre toi. Donc je me méfie énormément de ce que je dis. En général, quand je parle, ce sont que des choses que je suis capable d'assumer. Sinon, je me cantonne à le confesser comme ça, mais voilà, j'essaie relativement de faire attention à ce que je dis parce que je sais que tout va très vite et voilà, j'évite tout simplement pour moi, pour ma santé mentale, mais aussi pour l'équilibre familial, quoi. Finalement, ce qui est triste, c'est que quand tu es un personnage public, tu vas plus que la moyenne en fait être sujet aux intimidations, au chantage, à la diffamation, à l'atteinte à la réputation. Ça, ce sont vraiment en fait les cibles dans lesquelles on va tirer en premier si jamais y a dispute. Alors que dans la vie courante, hors réseaux sociaux, quand il y a dispute, on va peut-être médire un petit peu sur ton compte à droite, à gauche. Encore une fois, c'est assez compliqué à expliquer, je l'entends, mais je pense que vous voyez plus ou moins où je cherche à en venir. Et le fameux service client 24/24. Bah oui, parce que l'entourage, en fait, il se dit, elle est tout le temps sur les réseaux. Non. La nuance, c'est que vous pouvez me voir quand vous voulez, 24 heures sur 24 sur les réseaux. Il suffit que vous pensiez à moi, vous allez sur les réseaux, vous voyez ma tête. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui avez accès à moi 24 heures sur 24, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. C'est une énorme différence à bien se rentrer dans le crâne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, de par cette idée reçue que j'étais constamment sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone même, eh bien quand je ne réponds pas tout de suite au téléphone, quand ça sonne dans le vide et que du coup je suis obligée de rappeler après, on me fait des réflexions, on me dit mais je comprends pas pourquoi tu réponds pas, t'es toujours sur ton téléphone mais quand c'est moi qui appelle tu réponds jamais. Donc il y a vraiment ce truc qui se bâtit autour de toi de accessibilité illimitée, à croire que tu n'es jamais occupé, à croire que tu n'as pas de vie. Moi déjà je vais vous expliquer comment ça marche avec mon téléphone, c'est qu'il est constamment sur vibreur. Pourquoi il est sur vibreur? Parce que s'il n'était pas sur vibreur, toute la journée, il ferait tup 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 tup. Au bout d'un moment c'est bon. J'en ai marre d'être toujours rappelée par mon téléphone, d'être sonnée à la cloche pour vite aller voir qui c'est qui m'a appelé, quelle est la notification, que veut-on me dire, que veut-on me faire savoir. Des fois, j'aime prendre ce recul du fait que justement, je lâche beaucoup de ma vie dans ce petit appareil. Et si on m'appelle parce qu'on a vraiment besoin de moi, je pense que je ne suis pas la seule personne en fait à qui il faudra appeler de toute urgence. Il y en a d'autres. Voyez? Donc il y a cet aspect-là du fait que les gens ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas 100% disponible quand il est question d'eux. C'est aussi dû au fait que comme moi je travaille depuis la maison, qui dit être à la maison, dit avoir des difficultés à concevoir qu'on puisse travailler depuis le foyer. Et ça, il y a tellement de gens qui ne le comprennent pas. Pour vous citer un exemple très concret de la vie réelle, il est déjà arrivé du coup que j'installe tout mon studio à l'époque où j'avais un studio, que je sois préparée, script posé, caméra presque enclenchée, quoi, au moins allumée, et qu'on vienne me faire une visite surprise, et que la visite surprise s'étale et s'étale et s'étale, parce que Kelly elle est à la maison, on va lui tenir un peu compagnie. Mais tu peux pas imposer les visites comme ça en pleine semaine sans savoir si je suis occupée ou pas. Tu peux pas faire ça sous prétexte que tu sais que je suis présente dans la maison. C'est pas parce que je suis à la maison en fait que
Et ça c'est quelque chose qui m'a déjà beaucoup fâchée parce qu'on me l'a énormément fait quand j'habitais dans mon précédent logement. Me faire des visites surprises comme ça, non, j'étais pas contente quand on me le faisait. Alors même des fois j'essayais d'envoyer des signaux, ou mon compagnon essayait d'envoyer des signaux pour essayer de me sortir un peu du bourbier et montrer que ce n'est pas vraiment le moment. Mais en vérité, quand on se met des œillères et qu'on a décidé de pas entendre et de pas comprendre, y a rien à faire quoi. C'est comme les coups de fil, des fois il y a des coups de fil qui sont passés en plein milieu de la journée, en pleine semaine, où justement je n'ai pas les enfants qui sont à l'école et que je peux travailler efficacement. Et ce sont des coups de fil qui soi-disant vont pas durer très longtemps et qui durent sur la longueur, 1 heure et demie, ça m'étouffe, ça m'asphyxie. Et je regarde ma caméra et mon ordinateur et je me dis bon bah ce sera pas pour aujourd'hui. Sauf que c'est pas la personne qui est au téléphone qui va le comprendre, c'est mon manque à gagner en fait. C'est moi qui vais en pâtir de pas avoir assez fourni de travail cette semaine. Wow! Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet de vidéo. J'ai trouvé qu'il était intéressant d'en parler un petit peu. Si jamais parmi vous, spectateurs, il y a des influenceurs justement qui ont déjà expérimenté ce genre de points et d'aspects, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes propos. Est-ce que ce sont des situations que vous avez déjà rencontrées, que vous continuez de rencontrer? Est-ce que j'ai oublié des points aussi? C'est fort possible, hein. Vu d'ensemble, je ne voyais que ça. Donc à vous de jouer maintenant, vous pouvez liker, commenter, partager, subscriber. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye!